Bonsoir, bonsoir. Hey, bonsoir et bienvenue pour encore un Dicotoin, le deuxième de la saison 3 ici au Centre culturel de Tuileries. Bonsoir public aimé, merci d'être présent, merci à la technique de Centre culturel. Je remercie aussi tout spécialement la brasserie Michaud qui vient toujours nous servir des bonnes bières, qui nous permet de passer une soirée agréable. Merci à tous ceux qui présentent non pas, qui ça commence bien, qui soutiennent ce projet. Bonsoir tout le monde, vous allez bien public aimé? Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Eh bien, je vais commencer maintenant les petites présentations de nos chroniqueurs. Je vois qu'ils ont l'air en forme. C'est l'hiver et pourtant ils sont tout à l'aise. Je vois Thierry là-bas dans le fond. Eh bien, commençons tout de suite par une désespérée d'être la seule femme du groupe. C'est mon Elle destin. s'entraîne depuis quelques semaines pour nous faire ses définitions avec une voix d'outre-tombe. Elle pisse debout depuis ce matin et une grève de pénis est prévue pour janvier. Veuillez accueillir Poppy. Bonsoir Fabien. C'est juste la grève, c'est Mais bien écoute, pour janvier. non, c'est mon destin être seul parmi les garçons. Tout à fait. Ce soir, il ne sera pas le seul de la contrée Loban à notre table puisque nos invités seront de son coin. Sauf que eux, excusez-moi, ils n'habitent pas à l'Aube. Jésus, le premier bourgmestre de l'Aube, l'avait dit « Heureux êtes-vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes de couillonneries sur notre bonne vieille ville. » Oups, désolé, je voulais dire notre commune, Jean-François Bury. L'Aube libre. Tous les hommes aimeraient en offrir un comme lui à leur femme pour Noël, mais son épouse veille et il paraît même que c'est elle qui censure ses textes. Pierre. Bonsoir, ravi de vous revoir. Les écoles primaires et maternelles écoutent le Dicotoin depuis quelques mois maintenant. Ils ont un des leurs dans notre équipe. Vive la jeunesse, Simon. C'est vrai qu'il a un petit air chérubin. Hein, Il sent un peu le tal. Non, j'ai un bouc. Regardez, j'ai des poils. Ah oui, c'est vrai, t'as des poils. Il faisait zip quand il pissait, bap quand il dormait, brou quand il marchait. Je ne sais pas ce que c'était. Je crois que c'est mieux comme ça. Thierry. Bonjour, bonsoir à tous et toutes. Et enfin, deux invités aujourd'hui. Deux invités pour le prix d'un. Un seul projet, deux invités. Poppy, c'est à toi de nous les présenter. Ah, c'est à moi. 11e Dicotoin. Mais non, pas du tout Thierry. Tu as très mal calculé. Ce soir, ce n'est pas du tout le 11e Dicotoin, mais bien le premier Dicolobe. Dicolope, si vous voulez. Jean-François Bury est heureux. Heureux parce qu'il connaît bien nos deux invités. Et comme l'a dit très justement Fabien, certes, ils travaillent à l'Aube, mais ils doivent traverser la Sambre tous les jours pour arriver jusque-là. Ah, peut-être pas... Si, peut-être pas Jonathan. Alors, je vous résume. Hein. La magnifique ferme de Forestaille. Vous passez la portelette quand vous allez vers le contrôle technique, mais vous n'allez pas vers le contrôle technique. Première à gauche. Puis vous roulez, et encore première à gauche. Pas le moulin du bois, surtout pas le moulin du bois. La suivante. Là, vous découvrez cette splendide ferme en carré qui en a fait rêver plus d'un. Et oui, qui n'a pas rêvé d'aller vivre en communauté dans cette ferme qui semblait tellement abandonnée. Nu, Oui, bien sûr, nu, avec des chèvres. Cette énorme ferme a été rachetée en 2011 par le Fonds du logement qui décide d'y implanter une régie de quartier. On vous expliquera plus tard. Une régie de quartier un petit peu au milieu de nulle part. Quoique, une régie de quartier à la campagne, c'est un peu bizarre, c'est nouveau, c'est un projet pilote. Et pour relever le défi un peu fou, 2 personnes sont engagées pour tenter de recréer un microcosme autour de cette ferme en carré. L'un pour la partie formation, qui lui-même a une formation en agronomie, c'est Jonathan. on peut l'applaudir. Ici. Jonathan Cuisner, ici à ma gauche. Et l'autre pour la partie sociale, qui est assistant social d'ailleurs, de formation, c'est Jean-François. Bonsoir, Jean-François bonsoir. Tezin. Bonsoir, Poppy. Ce sont donc les 2 locomotives de la SBL Régie d'Habitat Rural en Val-de-Sambre. On peut bien sûr les applaudir tous les 2.
Évidemment, seul notre public le voit. Ceux qui nous écouteront sur Internet ne le voient pas, mais on les a séparés, pas parce qu'ils se sont disputés ce matin, Non. qu'ils ont un problème de couple. Non, on n'est pas. Oui, tout va bien à Mais ce niveau-là. parce que Pierre voulait toucher les gambettes de Jean-François. Il nous l'a dit avant l'émission. Et Jean-François voulait se retrouver avec quelqu'un qui travaillait là pour une fois qu'il n'était pas tout seul. Donc, c'est pour ça qu'on les a séparés. Merci Poppy pour cette première présentation de nos invités. On vous laissera la parole évidemment pour parler de votre projet. On est très heureux que vous soyez parmi nous. Mais il est déjà temps de passer à une autre présentation beaucoup plus sérieuse, scientifique. Le prix Nobel vient d'être décerné cette semaine. Les prix Nobel ont été décernés cette semaine. Thierry, je pense que tu auras un jour le prix Nobel de la présentation du profil Facebook. C'est à toi, mon petit Thierry. Merci Fabien, et je te dis bonjour parce que nous ne t'avons pas encore salué, toi, Oh mon l'homme Dieu, c'est vrai. tudinien. Eh Comment te présenterais-je? L'homme qui ne fait rien le mardi de 3h30 du matin à 4h moins le quart. Voilà, alors je vais vous donner quand même le jingle de la fois dernière qui n'avait pas fonctionné. Cette fois-ci, il fonctionne et il en vaut la peine. C'est le jingle de la présentation Facebook. Bon, le gros bruit que vous venez d'entendre, mes chers auditeurs, pas téléspectateurs, auditeurs, c'est la boîte à joujoux de Thierry qui vient de dégommer le micro. Profil Facebook des invités. Je rappelle le principe du profil Facebook. Une description des invités avec uniquement des informations glanées sur Internet. Pour ceux qui ne connaissent pas Facebook, c'est un endroit où on va à la pêche et le seul truc qu'on capture, c'est un écran. Jonathan Cuisner est né le 27 septembre 1979. C'était un jeudi, le jour du début de la campagne en France pour les économies d'énergie. Le JT d'Antenne 2 du jour parle aussi de la montée de l'insécurité. Comme quoi, c'était pas mieux avant. Jonathan est intéressé par les femmes et il est en couple avec l'une d'elles. Il est sans opinion religieuse. Son pseudonyme est Jon. Il a étudié à Notre-Dame. Il aime la chimée et les jolies volleyeuses. En observant ses photos, on remarque qu'il aime se déguiser en soldat et tenir dans la main un bout de bois noir troué dans lequel il souffle parfois. Il a 754 amis sur Facebook, on en a 159 en commun. Karine Cossens ne fait pas partie de ses amis. Moi non plus, je ne fais pas partie des amis de Karine Cossens, mais ce n'est pas de ma faute. Jean-François Tezin est né le 7 décembre 1974. C'est juste. Ce jour-là, les ministres des Finances des 5 pays les plus industrialisés se réunissent en France pour faire face à l'inflation. C'était un samedi. Jean-François est donc plus vieux que Jon, de 4 ans, 9 mois et 20 jours, ce qui correspond à 4,8 années ou 1754 jours. Il a aussi étudié à Notre-Dame et il aime également se déguiser. Mais à la différence de Jonathan, son bout de bois n'a qu'un trou, il est fixé à un morceau de métal et il fait beaucoup plus de bruit. Beaucoup, oui. Pourtant, Jean-François est 5e, alors que Jonathan est 1er, en pire. Oh là 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 là. Il a voyagé au Québec et au Brésil. Il a visité les châteaux de la Loire avec des amis mal habillés pour une visite des châteaux. Il est impossible de savoir combien d'amis a Jean-François sur Facebook parce qu'il en a moins que John. Cela semble se confirmer par le fait que nous n'avons que 86 en commun, bien moins que Jonathan et moi. C'est peut-être dû au fait que moi aussi je souffle dans un morceau de bois à trous. Pas de trace ici non plus de Karine Cossens. Ils nous disent que des trucs inintéressants pour vous faire rire, je veux dire. Pas de vidéos de chats qui tombent dans un panier, de clichés culinaires, de likes, quelque chose pour avoir l'air intelligent, de milliers de photos de leurs sales gosses, de blagues sur les sœurs grises, de réflexions comme « bonne nuit, je vais me coucher ». Ah si, parfois Fabienne Fievé essaie d'attraper le lapin de Jean-François qui court vite. D'un autre côté, c'est un peu normal, c'est un lapin, pas une tortue.
La Régie d'Habitat Rural a aussi une page Facebook, mais elle est moins drôle que celle du Dicotoin, où vous pouvez retrouver tous les enregistrements passés, enfin ceux qui n'ont pas été perdus. Elle a 365 amis, dont Karine Cosins. Mais c'est dégueulasse! D'autant plus qu'à côté de sa photo, je vois « Invitation envoyée ». La Régie d'Habitat Rural montre des photos de légumes. On vient d'ailleurs de repasser Intouchable à la télévision. dont des salades, alors qu'ils ne sont pas mandataires politiques. De l'oseille, alors qu'ils sont contre les grandes fortunes. Des panais, alors qu'ils ne s'occupent pas de régulation des naissances. Des carottes, ça j'en suis fan. Des navets alors qu'ils ne sont pas gardes forestiers. Des cornichons alors que... Non, c'est bon. Bref, des invités bien sympathiques, Fabien, à qui je remets la coupe rurale. La célèbre coupe du Dicotoin. Ouh là, 2 coupes en plus. Une pour chaque invité. Banane, Voilà. ça, c'est pas trop local, mais... Voilà, Fabien. Alors, je vois qu'il y a donc une coupe, on verra les photos sur Facebook, une coupe banane. Ça, j'en ai J'aime déjà autant- mangé une coupe banane. Mais une coupe tomate Même en été, quand il fait très chaud, j'en ai pas mangé beaucoup. Dick Rivers aussi, Mais, manger des coupes Merci, bananes. merci. Le jour où il poussera Dick des Rivers bananes à aussi. l'aube, Manger des coupes bananes, non? Oh là là, magnifique, magnifique. Mais j'ai un petit souci, mon cher Thierry. Est-ce que Jonathan a vraiment été à l'école à Notre-Dame? En Pas du partie tout. à Notre-Dame? Non, du Même tout. pas du tout. Du tout. Ouh là là. Oh, Il y a Mauvaise confusion. information sur Facebook. J'ai trouvé ça sur Facebook, Ouais. voilà. Et il y a une banane sur la coupe simplement parce que j'avais trouvé une carotte, mais le gamin pleurait quand je lui ai arraché des mains. Donc j'ai pris la banane. Merci beaucoup, merci beaucoup. Eh bien Thierry, c'est toi donc qui as lancé cette émission et cette présentation, mais nous voilà déjà à ce qui nous réunit ici au Dicotoin. Hein. En effet, hein, ma chère Poppy, je te regarde. Tu dois dire juste en effet. en effet, Merci, mon cher ça me Fabien. permet d'introduire le fait que je dois vous expliquer assez brièvement à nos invités le principe de l'émission. Hein, je ne sais pas très bien si vous la connaissez. on connaît Il déjà. s'agit d'une série de définitions de mots très intéressants, scientifiques eux aussi. Eh bien, nous allons la poser à 3 chroniqueurs et parmi ces 3 chroniqueurs, il y en a un qui dit la vérité. Oui. D'accord, et il faudra trouver évidemment cette vraie définition. Il faut savoir que si vous perdez le fil de cette définition, ce n'est pas grave, tout le monde s'en fout en fait de cette vraie définition. On n'est pas obligé de manger la tomate. Depuis déjà, voilà, par exemple, depuis déjà 3 ans, tout le monde s'en fout. Donc le principal, c'est de prendre du plaisir avec nos chers chroniqueurs. Et nous allons d'ailleurs déjà commencer par un premier mot, un nom masculin. Il s'agit de roncopate. Que signifie le mot roncopate? R-O-N-C-H-O-P-A-T-H-E. Encore un mot assez simple. On va Roncopate, commencer. moi j'aurais dit ronchopate. Tu veux dire Ouais, moi ronchopate? aussi. Ronchopate. Allez, ronchopate. Simon? Alors, une personne ronchopate est simplement une personne souffrant d'une forme toute particulière de psychopathie. Elle est tout bonnement incapable d'arriver à l'heure prévue, et ce, peu importe le type de rendez-vous. Je suis ronchopate. Fréquenter une personne ronchopate peut sérieusement entamer votre flegme légendaire d'Englishman, et ce, dans diverses situations. Prenez par exemple les transports en commun. Alors, pour cet exemple, nous allons faire comme si la SNCB n'était pas elle-même ronchopate et n'avait pas déjà titillé votre sanité d'esprit en vous annonçant un retard possible de 27 minutes dû à un problème d'aiguillage à Ourp. Vous attendez le train donc, et votre ami, avec qui vous devez rejoindre Louvain-la-Neuve pour une semaine studieuse et productive. 5 minutes avant que le train n'arrive, vous lui téléphonez, pour être sûr qu'il n'est pas oublié, et il répond, je cite, « Non, mais t'inquiète, j'arrive dans 2 minutes, promis, attends-moi devant la gare. » En réalité, cet ami ronchopate est encore nu, au sortir de sa douche, et le contenu de sa valise est étalé sur son lit. Alors vous allez rater le train, forcément. Mais pour éviter ces désagréments, vous décidez d'aller chez lui, directement, pour lui mettre une pression digne d'une veille d'examen, pour qu'il se dépêche et qu'on puisse attraper ce train de... Et quand vous pensez qu'il est prêt et qu'on peut partir tranquillement vers la gare, il lance cette phrase légendaire « Attends, il faut que je trouve mes clés, / mon portefeuille, / mon GSM. » Et paf, vous avez raté votre train. Alors je m'énerve un peu, mais il faut dire que les ronchopathes me tapent particulièrement sur le système. Car je souffre d'une autre affliction, celle d'arriver toujours 10 minutes à l'avance. Alors ça peut paraître handicapant, mais en fait ça apporte pas mal d'avantages.
Donc, à force d'arriver en avance, à la gare, je connais les horaires de tous les trains, par cœur. Même les voies. À l'aéroport, par contre, c'est moins drôle. Je me retrouve avec 7 € de moins dans mon portefeuille parce que j'ai acheté un magazine avec Eva Green en couverture pour patienter. Et puis au restaurant, vous n'avez pas idée de toutes les choses intéressantes qui sont notées sur une étiquette d'eau pétillante. Puis, vous n'imaginez pas la satisfaction produite par le fait de fracasser la même bouteille de spa dans la gueule de votre ami ronchopat qui arrive une demi-heure plus tard parce qu'il y avait de la circulation. Ce qui est sûr, c'est que vu le sang répandu sur la nappe blanche du restaurant, lui en avait une bonne de circulation. Trop de balles, va. Oula, c'est du vécu, Simon. Oui. Eh bien, merci mon petit Simon. Donc, ronchopat, c'est donc quelqu'un qui arrive systématiquement en retard. C'est ça. Bien ça. Merci. Pierre, qu'est-ce qu'un ronchopat ou un roncopat? Ça dépend comment on le dit. Mais je suis plutôt parti pour le roncopat, si vous voulez bien. Merci. Laissez-moi tout seul, hein, bien sûr. Non, il a dit roncopate. Ah, roncopat, merci. C'est donc un mot d'origine indéfinie, dont on a progressivement et même définitivement oublié la signification, le sens et l'usage. Le mot apparaît pour la première fois, et peut-être même la seule, dans un roman édité dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, et l'auteur en est inconnu. On comprend qu'il ait voulu conserver l'anonymat tellement l'ouvrage est nul, tant au plan de l'intrigue que du vocabulaire, tant de la ponctuation que de l'orthographe, tant du style que du format du livre lui-même. On comprend aussi que le livre est disparu. Un seul exemplaire avait été conservé par acquis de conscience, mais surtout pour l'exemple de ce qu'il ne le fallait pas publier, à la bibliothèque de l'Université catholique de Louvain, qui fut incendiée par la soldatesque allemande au début de la Première Guerre mondiale. Bon nombre d'ouvrages précieux disparurent, le roman en question partit aussi en fumée, mais dans ce cas précis, ce ne fut pas une perte. Lors de l'année académique 1966-1967, Maryse Krefel présenta sa thèse de doctorat en philologie médicale et elle avait pris comme sujet ce mot de roncopat qui l'intriguait. Sa thèse ne fut pas reçue, ne suscitant aucun intérêt. Les examinateurs se hâtèrent de s'en débarrasser et Maryse, de désespoir, s'immola par le feu sur la place de son village natal d'Étainpuy. Elle tenait le dernier exemplaire de sa thèse dans les bras. Il et elle se consumèrent ensemble. Nous perdions là encore une chance d'en savoir plus. Grâce à Véronique Richling, directrice de la bibliothèque communale de Thouin, qui sollicita le concours des bibliothèques publiques de Wallonie, la bibliothèque communale de Genappe, près de Waterloo, porta à notre connaissance l'existence d'un lexique français-anglais édité en 1815 par la maison Willinggraf. Ce lexique ne comportait que des traductions, donc pas de définition, mais le mot roncopat y figurait, et donc sa traduction en anglais, sleep broying. Hélas, ce mot anglais ne figurait pas dans les dictionnaires anglais les plus connus. C'est finalement à l'université de Cambridge, dans un dictionnaire ancien, le Little Bop, que l'on trouva la définition suivante. Que pour votre facilité, je traduis tout de suite. Donc, sleep broying, mot d'origine indéfinie, dont on a progressivement et définitivement oublié la signification, le sens et l'usage. Il serait apparu pour la première fois dans un roman anonyme du XVIIe siècle. Nous ne sommes donc guère avancés, hélas. De plus, quand je lis dans Wikipédia roncopat, personne atteinte de roncopathie, bruit provoqué inconsciemment par un dormeur et qui perturbe l'entourage, du coup j'ai des doutes. Toutes ces recherches et tous ces drames auraient été évoqués pour rien.
Mais en toutes circonstances, je vous le rappelle, mesdames et messieurs du public, le doute doit profiter à nos invités et je m'en remettrai donc irrévocablement à leur sentence. Mon cher Pierre, j'ai déjà mal partout. Et donc, roncopate, il s'agit de quelqu'un qui a un problème de ronflement, c'est bien ça? Oui, et comme je t'ai donné un papier avec les définitions que je donnais et que tu ne regardes pas, ça c'est pas grand-chose. Ah, si, c'est vrai. Je voulais Roncopate. juste donner un petit indice aux invités, c'est que quand ils entendent la petite boîte à musique, en général, c'est que c'est la bonne définition. Et donc, c'est vrai que tu m'avais laissé un petit papier. Donc, roncopate, mot d'origine indéfinie, dont on a progressivement et définitivement oublié la signification, le sens et l'usage. Ça, c'était le mot d'origine. Roncopate, personne atteinte de roncopathie, bruit provoqué inconsciemment par un dormeur qui perturbe l'entourage. Es-tu atteint de roncopathie, Pierre, ou pas du tout? Pas du tout. Il y en a d'autres ici autour de la Mon table? papa beaucoup, mais moi pas. D'autres autour de la table? Poppy? Pas du tout. Pas du tout. Jean-François, bien. Très occasionnellement. Très occasionnellement. Moi, je suis atteinte de pétopathie. Tout le monde en parlera tout à l'heure, évidemment. Eh bien, voici déjà une troisième définition. Jean-François, je ne t'ai pas demandé si tu étais atteint de roncopathie. De toute façon, à la limite, ça On me s'en dérange fout. les gens que la ville basse, enfin de la commune basse à Lop. C'est donc à toi pour une troisième définition. Presse People, on vient de découvrir que Jacques Brel avait une fille cachée. Elle s'appelle Francisca. Oh, joli. J'ai envie de vous parler de Joseph Cornu, Joe Cornu, le nouveau patron de la SNCB. Alors je sais bien que c'est un peu facile, mais rien que son nom, Cornu, ça fait penser au diable, hein. Ou à autre chose aussi. Bon. Mais en plus, et désolé, c'est encore plus facile, le gaillard est affublé d'un faciès de prédicateur mormon qu'on verrait bien dans l'album de Tintin, L'étoile mystérieuse, prévenir le pseudo-reporter à la houppette de l'arrivée imminente de la fin du monde. Ou encore, pour rester dans la BD, on pourrait dire qu'il est lettré du pasteur dans Les 5 salopards des tuniques bleues. Tiens, à propos de prédicateurs, il y a presque un an, les plus zinzins de la planète se demandaient si on allait bel et bien tous crever dans un déluge de feu. Mais heureusement, cette année, rien de tout ça. La période des fêtes arrive. Cette bienheureuse période où il faut s'amuser, cette période qui permet de faire passer avec douceur ces moignons de journée où le soleil va se coucher presque avant de s'être levé. Les derniers amateurs de la discipline ont décidé de ressortir sur leur devanture leurs horreurs en frigolite ou en contreplaqué. Meurtris par un long séjour au fond d'un débarras poussiéreux, à la merci d'éventuelles souris, puis rongés par le gel parfois mordant au cours des quelques trop longs jours pendant lesquels elles agressent l'œil du passant. Les lumières de nos villes et villages se multiplient et prennent des tons chamarrés, tous du meilleur goût bien sûr. Cette année, la tendance est au bleu. Oh la bleue, comme dirait Jean-Jacques. Pour aider les communes qui ont à cœur d'embellir encore davantage leurs artères, la police fédérale a même prêté quelques gyrophares couleur bleu maréchaussée qui ont été avantageusement placés sur le viaduc. Si vous aussi vous faites partie des ceux qui ont changé d'itinéraire au pied du mur pour éviter ce qu'ils croyaient être un contrôle, levez la main et comptez-vous. 1. Le roncopate désigne le fonctionnaire communal chargé de l'achat des ampoules de rechange des lumerodes bleues. Ah, merci mon petit Jean-François, merci. Eh bien voilà déjà donc une première définition et je vais choisir Jean-François, mais tu as le droit, par j'ai droit à l'erreur. inclinant des yeux, de consulter ton collègue. D'accord. Eh bien, qu'est-ce qu'un roncopate? Ou ronchopate, hein, selon. Oui. Une personne toujours en retard, un mot d'origine indéfini, mais qui en fait signifie une personne atteinte de roncopathie, ou un fonctionnaire communal étant souvent au bricot-dépôt. Bah écoute, moi je pense que oui, le ronfleur. Pierre ronfleur. Ouais, mais je pense que Pierre a donné la bonne définition. Oui. Eh bien, oui, on ne t'a pas aidé du tout pour pouvoir donner cette bonne réponse. Merci. Je n'ai pas été trop vache avec lui.
Bravo. Ma petite Poppy, tu as rencontré nos deux invités Ah oui. dernièrement. Oui. Il paraît que tout ça a commencé à 9h du matin. Vous avez terminé le lendemain à 10h. Mais pas du tout, pas du tout. Ah bon. Mais qu'est-ce que tu peux nous en dire Eh bien, tout d'abord, j'aurais dû mettre mes bottes en caoutchouc. Mal m'en a pris. Oui. Je suis arrivée dans cette magnifique ferme, mais c'est un peu le chantier. Parce que figurez-vous qu'avant de parler de la régie des quartiers et du travail qu'est-ce qui se passe, de Jean-François et de Jonathan, il y a tout un projet de réaménagement de logements. Puisque forcément, c'est subsidié par le fonds du logement. Et donc, dans la partie gauche, quand on rentre, il y a 5 logements qui sont retapés pour le moment, et un gîte de 15 lits qui sera destiné à des stagiaires qui viennent de zones urbaines. C'est magnifique, c'est un très beau bâtiment. Un logement communautaire plutôt qu'un magnifique. Oui, voilà. Aide-moi, c'est bien, Jean-François, parce que tous Oui, les oui, termes, il y a tous des les choses. termes de. Je pourrais corriger. Il y a des termes, c'est ça que tu veux dire? Oui, il y a un langage là-bas. Mais il y a Ah pas oui, des au niveau termes, du non, non, langage, je pensais que tu y avais... Les termes, Non, c'est il y a pas pas tout de suite les encore. termes. Les termes, Les termes, ça va arriver, mais pas une chose à la fois. Et donc, une autre partie, c'est ce dont Jean-François et Jonathan s'occupent, c'est cette régie de quartier. C'est curieux de dire régie de quartier en plein milieu de la nature, puisque vous êtes censé amener les gens à se rencontrer, mais vous êtes au milieu de nulle part. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ça, Jean-François, un petit peu? Oui, en fait, donc, on appelle ça une régie de quartier parce que la régie d'habitat rural a été créée sur base du concept des régies de quartier qui sont en Dans place les villes. dans les villes, au sein des sociétés de logement, effectivement. Il y a de nombreuses SBL, il y a plus d'une trentaine d'SBL en région wallonne. Et le Fonds du logement qui donc coordonne, gère toutes ces régies quartiers, toutes ces ASBL, a effectivement acquis cette ferme, pas en 2011, mais plus tôt. Et en j'avais noté 2011, la régie de quartier, et donc de la régie d'habitat rural, a été lancée, Ah, été c'est créée. ça. C'était ça en 2011. Voilà. Et donc en 2011, effectivement, on a lancé cette régie qui est pilote puisqu'elle se trouve dans un écrin de verdure qu'est la vallée de la Sambre. Et on y fait deux choses principalement, c'est-à-dire deux missions, la dynamisation des quartiers. Et effectivement, le quartier est très large puisqu'il s'étend de Thoin jusqu'à Herculine. Donc ça fait quelques kilomètres. Ils se sont C'est un dit, beau quartier, C'est quand un même. beau quartier. moi je crois plutôt qu'ils se sont dit, on ne sait jamais, si l'Aube est bombardée, on les mettra tous dans la ferme de Forestail. Oui. Et donc on a comme objectif de redynamiser ce lieu par l'insertion socio-professionnelle, puisque donc des stagiaires, des demandeurs d'emploi sont en formation au sein de la ferme durant Ah oui, mais ça, on va la y revenir. semaine. Ça, on va y venir. on va y revenir Et donc on après. a la dynamisation de quartier, l'insertion socio-professionnelle, et donc ce bâtiment qui est effectivement magnifique est en train de se rénover. Ça Ça a déjà tend quand à- même bien avancé. Ça hein. a ça fait super 3 bien ans avancé. maintenant de travaux, et donc oui, effectivement, Oui. c'est un peu le bruit qu'on a au quotidien. Et Jonathan et Jean-François m'ont dit que c'était la deuxième plus grande ferme après Dansonspen. Si vous voyez où est Dans son Dansonspen, Spen c'est qui la... est au-delà de ce village qui s'appelle l'Air et Fausto, c'est bien ça? Oui. Tuileries. C'est ça. Il y a 21 Tuileries. hectares ici autour de la ferme 21 que hectares, vous l'on imaginez. gère d'espaces verts divers et variés. Ancienne grosse ferme de l'abbaye de l'Aube, c'est ça en fait? C'est de l'abbaye qui alimente, non, oui, la ferme qui alimentait l'abbaye de l'Aube en eau avant l'an 1000. Oui. Enfin, en tout cas, d'après les écrits que j'ai pu trouver. Et le corps de logis de la ferme, si vous voyez, il est indiqué 1666, donc c'est la date de construction du corps de logis de la tour, quoi, qui est assez remarquable dans la ferme, quoi. Et alors vous êtes arrivé en 2011, c'est bien ça? On est arrivé en 2011 avec, à l'époque, il y avait combien de stagiaires? 5 7 stagiaires stagiaires. au Hein, commencement, donc oui. le 1er février 2011, on a commencé avec 7 stagiaires et donc ces stagiaires travaillent au sein de la ferme, mais travaillent aussi au sein de la commune de l'Aube sur divers chantiers C'est ça. liés directement à la gestion des espaces verts et au maraîchage. Quel est votre plus beau souvenir quand vous êtes arrivé? Parce que ça devait être quand même Le froid. plus qu'un le froid. Le froid. C'est Un vrai que chantier, enfin le désert, c'est le cas de le dire. Cette ferme était quand même abandonnée depuis. Elle était plus percée longtemps. de tout, partout. Et oui, le froid, il y avait
Je me rappelle en février, une couche de glace qui nous empêchait de marcher correctement sur cette cour pavée. Donc oui, c'était Leur manque des orteils. assez marquant parce qu'il n'y avait pas rien du tout, il n'y avait pas de Enfin, feu. pour boire un pastis, c'était pratique quand Oui, même. oui, Ouais. oui, oui. Et donc depuis, c'est beaucoup plus confortable, mais ouais, c'était Voilà. c'était pour, quand même une- assez fort. Là. Et puis les stagiaires ont travaillé dès le début dans l'amélioration du site. Ils ont Et, commencé à casser ils ont- la glace, évidemment. Ils ont quand cassé sont la glace arrivés. et voilà, il fallait tout de suite casser la glace sans tarder. Tout à fait. Eh bien, merci. Voilà une première approche de ce projet de la régie d'habitat rural à la ferme de Forestail, c'est comme ça qu'on la nomme. C'est le lieu dit. Sarre-la-Boussière, donc vraiment à la limite de l'Aube. On se posait la question tout à l'heure avec Jean-François, je pense, de savoir si on était encore à l'Aube, mais non, on l'a C'est Sarre-la-Boussière. Sarre-la-Boussière, exactement. Absolument. Mais revenons à des choses beaucoup plus moins bucoliques, plus sérieuses, scientifiques, je le disais tout à l'heure, avec une recherche d'un nom tout à fait intéressant. Je remercie notre cher ami Thierry qui est arrivé à nous trouver un personnage encore de toi que nous pouvons découvrir, car voici déjà une seconde définition, en tout cas une découverte. Qui est Adelson Conreur, mon cher Thierry? Adelson va ouvrir Conreur est un cas particulier, bien qu'il fût général. La mère de Sir Nicole a pissé sa côtelette le 1er décembre 1869. Après avoir gravi tous les échelons de sa carrière militaire, il revient dans sa terre natale savourer le charme d'une agreste retraite, comme le dit si bien Michel Conreur. Son père, à Adelson, Anglebert, est scieur de long. Adelson, toujours 2 fois, fréquente l'école du village, puis le collège à Thoin. À 16 ans, il s'engage au 10e régiment de ligne en compagnie de son pote Tiburce Desombio, un autre ancêtre d'écrivain tudinien, et part à Philippeville. Il est caporal à 17 ans, puis sergent fourrier, sous-lieutenant, lieutenant, capitaine en second, ensuite capitaine commandant au début de 14, année où il va enfin pouvoir commencer à exercer réellement son métier. Il devint major en 1916, puis lieutenant-colonel en 1918. Ce type est un vrai jeu de stratégo à lui tout seul. Il a reçu plein de médailles, même celle du roi du Danemark, du roi d'Italie, de la grande-duchesse du Luxembourg et de l'empereur du Japon. Tiens, il n'a pas reçu celle du comité Saint-Roch. Il en reçoit même une avec des palmes, et pourtant, ce n'est pas bon pour le cholestérol. Cet homme a donc fait la Grande Guerre, 14-18, le commandement est prêt pour la boucherie. À propos, avez-vous lu dans le bulletin communal ? À l'occasion de la victoire de 1918, des cérémonies patriotiques se dérouleront dans l'entité le 11 novembre. La victoire de 1918 ? 40 millions de victimes, dont la moitié de morts. 100 000 en Belgique, en comptant les Congolais qui n'avaient rien demandé. Ça, c'est une belle victoire. Jamais une guerre n'avait fait autant de morts. On commémore l'armistice, mais je ne sais pas vraiment qui a gagné quelque chose dans cette guerre, si ce n'est l'industrie de l'armement. Enfin, soit, revenons à Adelson Otton, devenu entre-temps colonel. Il est passé par tous les étages de l'ascenseur des grades militaires. Tiens, l'ascenseur, c'est le surnom qu'a donné le vicaire l'enfant de cœur. Quand tu rentres... Oui, parce que quand tu rentres dedans, tu mets ton doigt où t'habites. Oh, Thierry. Alors, il sort vivant de la guerre. Il a réussi à passer à travers les mailles, telle une carille, qui elle aussi réussit à passer à travers les mailles. Il prend sa pension en 1928, à 58 ans, on ne se fatigue pas trop à l'armée. Adelsonorisation Frony finit par n'avoir plus d'huile dans sa lampe et avale son acte de baptême le 29 avril 1945. Comme disait Coluche, un militaire qui meurt dans son lit, ça fait quoi ? Un militaire de moins. Ce n'est pas un si bon militaire que ça, puisqu'il n'est pas mort à la guerre et qu'il n'a même pas attendu l'armistice. Feignant de fonctionnaire, pas capable de terminer un boulot. La hiérarchie militaire, c'est comme un objet dans une armoire. Plus il est placé haut, moins il sert à quelque chose. Voilà, Fabien. Merci Thierry. C'est donc un colonel, c'est bien ça? C'est un lieutenant-colonel qui a donné son nom à une rue à Rany, puisque Tambourin était déjà pris par une autre rue.
Je vous parlerai un jour du caporal tambourin. Mais c'est On te autre fait chose. confiance. Si je peux ajouter juste une chose, c'est ceci. Ça va évidemment aider nos invités. Mais ma chère Poppy, comme je sais que tu n'es pas toujours d'accord avec Thierry, quelle est la signification de... Enfin, qui est Adelson Conreur? Eh bien, mon cher Fabien, pour une fois, je suis tout à fait d'accord avec Thierry. Oh, merci, ça valait bien la peine Et que je puisse n'ai le dire. franchement aucune idée de qui peut bien être Adelson Conreur. Et donc, histoire de relever un peu le niveau terre-à-terre de cette émission, je vais vous dire qui est Willie Nelson. Nelson, Adelson, c'est un peu pareil. Ça vous dit quelque chose, Willie Nelson? Non, chouette. Personne ne connaît Willie Nelson. Eh bien pourtant, toutes les personnes nées avant 1985 ont écouté des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois le single qui en moins de 3 jours s'est vendu à plus de 800 000 exemplaires aux États-Unis. Tu connais certainement Fabien. Tu sais, ce type qui sort, on ne sait pas vraiment d'où, mais on imagine qu'il a été kidnappé à l'âge de 2 ans par Geronimo, qu'il a été élevé dans un tipi. Tu sais, c'est ce mec qui a une barbe avec des longues tresses et un bandana rouge et qui chante de la musique country. Mais oui, Willie Nelson. Mais c'est pas du tout pour la musique country qu'on retient son œuvre. Tu me fais peur. C'est le type, rappelle-toi, qui tient bien les 2 phrases qu'il doit placer avec sa pauvre petite voix de canard, coincée entre Dionne Warwick et Al Jarreau. Il nous sort son plus beau vibrato. And life will be stronger and free. C'est ce pauvre mec, moi j'en ai eu pitié, mais pendant toute ma jeunesse. Ce vieil indien blanc qui n'a pas de voix et qui 5 secondes après avoir chanté dans We Are the World, après avoir sorti le meilleur de lui-même, se fait ratatiner complètement par Bruce Springsteen, qui sort We Are the World. Tu te souviens pas de ce pauvre petit Si, vieux je vois avec son exactement bandana? sa tête et je pensais que c'était un acteur. Mais non, Willie Nelson, c'était un chanteur de country. Incroyable. Voilà. Et il passait pas. Tu nous apprends des choses Oui, extraordinaires. nous sommes le monde, nous sommes des enfants, mais le pauvre Willie Nelson ne s'en est jamais remis. Et quoi, il passait dans le couloir. Excuse-moi, je veux en savoir un peu plus. Il passait dans Mais le non, couloir. il passait au pas moment dans le d'enregistrement, couloir. ou C'était quoi? vraiment une vedette de la country. Incroyable. And the life will be stronger and free. Et puis t'as l'autre Springsteen qui arrive derrière et qui le ratatine. Pour illustrer ce que Poppy nous raconte, et ça fait quand même fort peur, on vous mettra la vidéo sur Oui. Facebook et sur Ah le oui, site internet. Gérard, tu voudras bien mettre We Are the World. Ça vous a pas marqué, vous? Non, bon, visiblement non. Eh bien, Merci, moi, oui. ma chère Poppy. Mais de rien, de Et rien. Donc je ne sais pas du tout qui est Adelson Conreur. Donc, qu'est-ce que je peux mettre comme définition? Adelson Conreur ne connaissait pas du tout Willie Nelson. Adelson Conreur n'avait aucun lien de parenté avec Willie Nelson. C'est ma définition. Écoute, c'est vraiment très très intéressant. Merci Fabien. C'est vraiment très Merci, très Fabien. intéressant. Et passons à Pierre, alors, si ça ne te dérange pas, Poppy. Je Mais sais pas qu'on du pourrait dire tout. encore plein de choses par rapport à Mais- Willie Nelson. Ah oui, mais Willie Nelson, je pense oui. qu'il faut qu'on s'arrête là. Je ne D'accord? sais même pas s'il est mort. Peut-être. Le lendemain qu'il est chanté, en fait. Je ne Peut-être. sais pas si tu savais. Peut-être. Pierre, nous t'écoutons. Qui est Adelson Conreur? Adelson Conreur, je vais vous rappeler qui c'est, mais c'est pas la plus importante question à son sujet. C'est où est Adelson Conreur? Nous devions vraiment de l'évoquer aujourd'hui, car nous sommes extrêmement inquiets. Nous sommes sans aucune nouvelle d'Adelson. Il a été vu pour la dernière fois ce dimanche, entre 12h30 et 1h moins le quart, aux abords du monument aux marcheurs. Une quinzaine de cantinières l'ont confirmé. C'était donc la Sainte Barbe. De nature assez effacée, Adelson est quelqu'un qui ne s'en laisse pas compter. Il éprouve le besoin d'expérimenter tant les gens que les choses, et il ne croit que ce qu'il a lui-même vérifié. C'est ainsi qu'il n'a de cesse de tester et de tester encore. Et en bon citoyen, il a donc le souci de communiquer ses résultats à la population. Parfois, il dresse un procès-verbal bien complet de son expérience, ce qui lui a valu de passer une fois ou deux à l'émission de la RTBF « On n'est pas des pigeons ». Parfois, il résume les résultats en quelques phrases qu'il note dans un petit calepin. J'ai eu l'occasion d'en consulter l'un ou l'autre, et en voici quelques exemples. Pour vous, j'ai testé le fusil à 2 balles. C'est pas cher. À ce prix-là, on gagne à tous les coups et on s'en tire à bon compte. Avec ce fusil, il faudrait être un fameux trou de balle pour ne pas savoir tirer son coup.
Toujours de Adelson. Pour vous, j'ai testé la femme idéale. Dans l'ensemble, elle s'est dite très satisfaite. Pour vous, j'ai testé la pomme de douche à 6 trous. Assis ou debout, ça va. Couché, je conseille plutôt le bain pour une meilleure répartition de l'humidité. Pour vous, j'ai testé la femme adultère. Pour ma part, j'en étais très satisfait. Pour vous, j'ai testé un test de mémoire. J'en ai oublié les conclusions. Avis défavorable donc, à ne pas conseiller aux amnésiques ni aux âmes sceptiques. Pour vous, j'ai testé la femme enfant. J'ai eu très difficile à convaincre le juge que ma démarche était purement scientifique. Pour vous, j'ai testé la main de ma sœur dans la culotte d'un zouave. Monsieur Laduron Adrien tient à ce qu'on ne s'étende pas sur le sujet et demande la plus grande confidentialité sur les résultats du test. Il avait peut-être peur que je parle son fifre. Quant à ma sœur, elle s'en mord les doigts et elle s'en lave les mains. Adelson a toujours un tas de sujets d'investigation en vue. Et selon ses proches, justement, il envisageait de tester le point de non-retour. Peut-être y est-il occupé, et il n'en est pas revenu. Sa femme déclarait encore hier sur Télésambre « Adelson, je t'aime, mais fais pas le con, reviens, je déteste tes tests. » Merci Pierre pour cette définition que l'on pourrait traduire comme donc un testeur disparu, c'est bien ça? Pierre, j'ai une dernière information concernant la main de ta sœur, c'est que depuis elle est manchotte parce que Adrien avait des culottes bouffantes. J'espère que Adelson Conreur n'est pas ce monsieur que l'on a vu dernièrement à la télévision et qui fait très bien le langage des signes. Oh, c'est incroyable. Extraordinaire. Je suis dans l'actualité, c'est magnifique. D'ailleurs, Paul Furlan compte engager un danseur de breakdance, mais il est embêté parce que le breakdance, ça se joue au niveau des rythmes, et donc il faudrait qu'il bégaye pendant ses discours pour pouvoir avoir ce genre de traducteur. Mais il bégaye pendant Comme ses quoi, discours. le monde est quand même extraordinaire, je trouve. Formidable. Parce que Ça, fallait oser. Un hein. discours en hauteur comme ça, avoir cette personne qui... Si. Bref, nous en étions à Adelson Conreur. Quelle est la bonne réponse, mon cher Jonathan? Ah ben, je pense que Thierry a... Alors, donné- je te refais le topo, hein, puisque Ouais. puisque je sais bien que tu hésites encore. Oula, j'ai perdu ma voix. Adelson Conreur est-il un lieutenant-colonel de Ranille? Au cas où tu aurais un petit doute. Adelson Conreur est-il une personne qui n'a aucun lien de parenté avec Willie Nelson? Ce soir, je vais écouter c'est bien lui. We Are the World. Il We faut que tu le are saches. the world. Ou bien Adelson Conreur est-il un testeur disparu, mon cher Jonathan? Ben, j'ai bien aimé la définition de Pierre, mais je pense que Thierry a entièrement bien décrit la vie d'Adelson. Adelson. Tout à fait, c'est bien un lieutenant-colonel de Ranille. Je voudrais juste ajouter que toutes les informations concernant les personnalités tudiniennes que nous avons présentées ici sont tirées de feuillets issus du Centre d'Histoire et d'Art de la Tudinie. En effet, mais qui n'est pas au centre d'histoire de la Tunisie. Ça devait être rare comme prénom à l'époque, Adelson, quand même. Adelson. Ils hésitaient entre Adèle et Nelson, et donc ils ont fait un condensé. Bref, nous en sommes déjà à la fin de notre émission, mes chers. Mais avant de vous laisser, après cette première émission, je pense que Thierry a un petit cadeau pour nos invités. Je ne me trompe pas. Oui, Thierry. Dominique a l'habitude d'offrir un livre à nos invités et d'en lire un extrait. J'ai donc pris au hasard un livre qui était sur ma table de nuit, qui est L'élevage moderne du lapin. Et je vais vous en lire un extrait.
La castration du lapin se fait en 3 temps. Premier temps, l'opérateur avec la main gauche maintient le testicule au fond de la bourse correspondante et avec le bistouri tenu de la main droite, il incise la peau dans le sens de la longueur. Le testicule apparaît à l'extérieur. Oh là là. Deuxième temps, une pince est fixée sur le cordon. La seconde pince fixée, ça fait mal, quelques millimètres en dessous. La première pince est tenue fixe, tandis qu'on imprime à la seconde un mouvement de torsion jusqu'à rupture du cordon. Oh là 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 là. Sur les animaux très jeunes, on peut, à défaut de pince, sectionner le cordon avec des ciseaux. Oh, mais enfin, Voilà, il y a plein d'informations. Gaïa sur le- c'est un livre sur la boucherie, en fait. que tu as. Passionnantes. Si vous voulez, je le garde même, je vous l'offrirai après et j'en lirai un deuxième extrait cet après-midi. Et je vous offrirai aussi une photo dédicacée du grand Jojo qui est signée pour Dico, mais on s'en fout un peu, donc on vous l'offre avec grand plaisir. Très gentil. On te remercie. Merci Thierry. Merci. Eh bien, on vous retrouve tout à l'heure, nos chers invités. Avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir, Et bien grand sûr, plaisir. dans cette petite émission, il y avait Thierry Dussard, Bonsoir à tous. Jean-François Dury, L'aube libre. Poppy, Je ne savais pas que le grand Jojo avait des lapins. Pierre Dujardin Bonsoir, à bientôt. et Simon, bien sûr. Soyez fidèles, public aimé. On se retrouve pour une prochaine émission.